qui va permettre de créer des applications pour Android uniquement. Donc c'est pas disponible pour iOS. Il y a a priori peu de chances que ça arrive bientôt pour iOS. Donc ils ont fait des levées de fonds, mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc pour l'instant c'est que sur Android. Et l'idée c'est que ça va être de la programmation par bloc, donc type Scratch, Blockly si vous en avez l'habitude. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Et l'avantage, c'est qu'en ce moment, ça ne demande pas d'autre matériel que d'avoir soit un smartphone, soit une tablette. Et donc, c'est des choses que pas mal d'élèves pourront faire chez eux directement. Donc, la programmation se fait sur un PC, bien sûr, mais derrière, pour l'utilisation, ça demande un smartphone ou une tablette. Pour ce qui est de aujourd'hui, on va faire la première partie, donc à peu près 30 minutes, sur une application qui va être uniquement sur le smartphone, et ensuite dans un deuxième temps on verra comment piloter un module, donc une carte Arduino. On pourrait le faire sur plein d'autres robots, aujourd'hui on va le faire sur une carte Arduino, ça va être simple, avec une liaison Bluetooth entre la carte Arduino et le smartphone. On va voir que ça se fait relativement bien. Donc pour aller sur App Inventor, c'est facile, vous tapez App Inventor dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, et le premier lien normalement ça va être MIT App Inventor. Ça vous amène sur cette page-là. Donc sur cette page-là, pour commencer, alors vous avez plein de ressources, donc c'est en anglais, vous avez plein de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être créer des applications directement, donc c'est le bouton en haut à gauche orange là, donc Create Apps. Là, ça vous demande de vous connecter à un compte Google obligatoirement. Alors il existe une version qui se fait sans compte Google. Là, pour le coup, je ne l'ai pas sous la main directement, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. De toute façon, toutes les questions que vous avez après coup sur la visio, vous pouvez envoyer un mail à techno@a4.fr. On pourra vous répondre sur ces choses-là. Mais le plus simple, c'est vraiment d'utiliser l'interface de base avec le compte Gmail. Donc là, je reprends ce compte Gmail-là. Et ensuite, on arrive sur App Inventor donc c'est-à-dire qu'il va ouvrir donc le dernier projet en date, mais sinon si vous allez en haut à gauche dans Projets, Mes projets, et vous avez la liste de tous les projets disponibles. Donc voilà, donc quelqu'un l'a mis hop directement dans le chat, c'est parfait, code.appinventor.mit.edu qui vous permet en fait de vous connecter sans un compte Gmail. Donc merci à Pierre pour avoir partagé le lien. Donc ça vous permet de fonctionner sans compte Gmail et de venir travailler. Et du coup, en fait, ça vous donne un code directement. Donc nous, hop, notre truc, il est déjà enregistré, donc on va le faire là. Donc dans votre liste de projets, vous avez tous les projets disponibles. Donc quand vous allez en ouvrir un, ça va vous ouvrir sur votre édition d'application. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un nouveau projet qu'on va appeler quiz. Alors du coup, avril, machin, c'est déjà pris. Quiz 23 avril. On l'ouvre et donc là, on arrive sur l'interface de base. Donc voilà, donc quand vous créez votre application, vous arrivez sur cette interface-là. Donc vous avez au centre de l'écran le smartphone, alors vous pouvez changer pour mettre une tablette ou quoi. Et donc ça représente vraiment physiquement à quoi va ressembler votre application. Et vous avez à gauche tout ce qui va nous intéresser, donc la palette d'outils, tous les éléments qu'on va pouvoir rajouter sur cette application. À droite, vous avez donc les éléments qui sont actuellement dans l'application. Donc pour l'instant, c'est l'écran de base, le screen 1, mais dès qu'on va rajouter des choses, il y a des éléments qui vont s'ajouter. À droite, vous avez les propriétés de cet élément. Donc là, par exemple, screen 1, donc qui est la base de mon application, je vais pouvoir changer le nom de l'application, le titre qui est écrit ici, etc. Comment vont s'aligner les blocs à l'intérieur, est-ce qu'ils vont être sur le côté gauche, côté droit, etc. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Et donc, on va pouvoir paramétrer chacun des éléments qu'on va mettre dessus. Donc ça, c'est pour la partie édition ici. Et donc, en haut à droite ici, on a les petits boutons designer et bloc. Donc ça, c'est très important. C'est les deux éléments qui vont nous permettre de switcher entre la partie vraiment design et création d'application. Et la partie bloc, là où on va aller dans la programmation. Donc là, si je clique ici, j'arrive sur un environnement de programmation type Blockly, avec à gauche donc des instructions que je peux utiliser. Et on verra que pour chaque élément qu'on rajoute, on va disposer d'autres instructions. Donc petite remarque dans le chat, effectivement, si votre version est en anglais de base, ici vous avez un bouton de langue qui vous permet de le passer en français, pour que ce soit plus simple. Donc voilà, donc on va faire un petit exemple histoire de voir un peu concrètement ces histoires. Je vais passer en revue rapidement la palette d'outils.
Sachez qu'il y en a plein, donc on va pas pouvoir tous vous les présenter, mais pour chaque outil, vous avez ici un petit point d'interrogation qui vous donne en fait la description et comment s'utilise l'outil en question. Donc là-dessus, pour un bouton, c'est relativement simple. Il y a des choses, on va voir, qui sont un petit peu plus complexes, et donc c'est pas mal de se référer à ça pour voir comment ça fonctionne. Donc chacun de ces éléments de cette palette, je vais pouvoir le prendre, je clique dessus, et je viens le déposer ici sur ma tablette, et donc là, le bouton, il est ici. Et comme je vous disais, ici on a les propriétés, donc on va pouvoir changer. Donc typiquement, mon bouton, je vais pouvoir lui dire clique une seconde, enfin voilà, je vais pouvoir changer ce qui est écrit dessus, je vais pouvoir changer la police, la couleur, etc. On peut changer plein de choses. Ici, en fait, on va avoir plein d'éléments qui vont nous permettre de concevoir vraiment le design de notre application. Donc on va avoir des boutons, des cases, label c'est du texte, des images. Et il y a certains de ces éléments en fait qui vont être des éléments qu'on va pas pouvoir mettre concrètement sur notre écran d'application. Donc dans le sens, si je mets du texte, il apparaît physiquement, il apparaît sur mon application. Mais si je veux mettre par exemple, hop, on va aller dans Média. Si je veux mettre du son, bah, évidemment mon son il apparaît pas sur l'application. Par contre, il apparaît ici dans ce qui s'appelle les composants non visibles. C'est-à-dire c'est des éléments qui vont pouvoir être utilisés par mon application et que je vais pouvoir appeler, en fait, je vais avoir des blocs de programmation liés à ces éléments. Et donc, ça va regrouper plein de choses, mais donc typiquement, le son est inclus dans ces éléments qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas exploitables. On ne va pas pouvoir cliquer dessus, les voir, mais on va pouvoir les exploiter. Donc je reviens hop, sur l'interface, donc il y a des boutons, des curseurs, etc., du texte, plein de choses. Disposition, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de les mettre à l'écran, c'est-à-dire que là, ils sont tous les uns au-dessus des autres. En faisant par exemple un arrangement horizontal, je vais pouvoir mettre mon texte à côté de mon bouton. Et ensuite, ça, je peux dire qu'il fait telle largeur, on peut coller que le bouton colle le bord gauche, etc. Ensuite, dans Média, on va avoir plein de choses qui sont liées au capteur enfin, ouais, non, pas spécialement au capteur, enfin, plein de choses qui vont être liées au smartphone ou à la tablette. Donc, ça va inclure la caméra, les lecteurs de vidéo, de son, l'enregistrement de son, la reconnaissance vocale, donc ça qui utilise des services de Google et qui permet, par exemple, de programmer des robots par reconnaissance vocale, etc. Il y a plein de choses. Donc, des outils d'animation, des outils de cartes pour faire, par exemple, un GPS. Les capteurs du smartphone, donc là on y arrive. Donc on va avoir plein de choses, donc notamment l'accéléromètre qui peut par exemple vous permettre de faire de votre tablette une télécommande à robot, mais donc vous avez juste à la pencher pour que le robot il tourne du bon côté. Il y a un élément que je mentionne là dont on va avoir besoin tout à l'heure pour faire la partie Bluetooth, qui est une horloge. Donc l'horloge, c'est un composant non visible, donc je le clique, je glisse, il arrive ici. En fait, l'horloge, c'est plutôt un chronomètre qui décompte. En gros, ici, on règle une valeur en millisecondes, donc là, c'est 1000. Et donc, en fait, toutes les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes, ça va déclencher un événement. Donc ça, on verra dans la partie blog comment ça fonctionne, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette horloge, c'est quelque chose qui va cadencer et donc toutes les secondes, donc là c'est des secondes, mais le temps qu'on a réglé ici, on va jouer un événement à cette fréquence. Et donc ça peut être très intéressant pour vraiment vérifier régulièrement quelque chose. Donc ça, on l'utilisera tout à l'heure, on va voir que c'est intéressant. Dans Social, vous avez la possibilité d'utiliser donc des composantes de email, SMS, Twitter, etc. Ça, je vous déconseille très très fortement d'aller toucher là-dedans. Donc, par exemple, SMS, si vous l'utilisez, vous avez juste à rentrer le message, le numéro de téléphone, et ensuite, pour peu que vous ayez une horloge qui envoie, qui dise toutes les secondes envoyer un SMS, bah, le téléphone, il va le faire, hein, c'est pas ça qui va le limiter. Donc ça peut très vite partir dans des problèmes. Donc je vous déconseille ça. Du stockage, vous avez la possibilité en fait de stocker en dur, donc soit sur le smartphone, soit sur, alors TinyWebDB, ça va être en ligne. Mais en gros, c'est le problème que vous pouvez avoir avec votre application, c'est que les données qu'elle utilise, en fait, au moment où vous fermez l'application, elles sont perdues. C'est-à-dire que si vous avez créé une variable qui enregistre par exemple la température, au moment où vous fermez l'application, ça c'est effacé, c'est fait dans la RAM, et ça disparaît. Si vous utilisez des choses comme TinyDB,
vous avez la possibilité en fait de stocker en dur, donc comme si c'était de l'EPROM pour ceux qui connaissent un peu la robotique. Et en fait, quand vous fermez votre application, même vous éteignez votre téléphone, ces données restent là, restent disponibles, et donc vous pouvez les relire au moment où vous ouvrez votre application. Donc, vous pouvez avoir la température de quand vous avez fermé l'appli ou que sais-je quoi, mais des choses que vous pouvez enregistrer. La connectivité, donc là, pour connecter au web et donc surtout en Bluetooth, donc ça c'est ça qui va nous servir. On va faire serveur Bluetooth pour pouvoir connecter un robot. Donc des blocs Lego Mindstorm si vous avez un Lego Mindstorm. Expérimental, donc ça c'est pareil du stockage de données. Et un outil extension qui va vous permettre d'importer des blocs complémentaires qui sont pas forcément disponibles ici. Et donc typiquement dans importer extension, donc là quand on clique on a la possibilité de ramener soit un fichier, soit une URL qui est en général la méthode privilégiée. Et donc là, vous copiez un lien qui va vous ajouter des blocs. Donc par exemple, si vous voulez programmer un robot Mbot, vous n'avez pas de bloc disponible ici. Et donc là, vous avez un lien à copier directement. Si vous voulez programmer une carte microbit, pareil, vous n'avez pas ici d'outils disponibles. Et donc ça vous rajoute un élément Mbot ou microbit, qu'ensuite vous pouvez cliquer et glisser, et ça vous donne des blocs disponibles. Donc voilà globalement pour la présentation des outils ici. Et donc chacun des éléments qu'on a ajoutés là, dispose de ses propres propriétés. Donc par exemple, mon bouton, on l'a vu tout à l'heure, on peut changer le texte, la couleur, etc. Le son, on va pouvoir ajouter un fichier source. Donc là, je pourrais charger un fichier MP3 pour le lier fichier source. Voilà, le SMS, donc je peux paramétrer le message, le numéro de téléphone, etc. Et chacun des éléments en fait va avoir des propriétés disponibles. Maintenant qu'on a fait donc notre application, donc là elle ressemble à rien, mais on en refera une plus jolie tout à l'heure. Quand on va dans le menu bloc en haut à droite, donc ici on était dans designer et on a bloc juste à côté. Si on va dans bloc, on retrouve tous nos éléments. Donc on a les blocs de base, donc on a vu tout à l'heure contrôle avec les boucles, la logique, les maths, etc. Et on a tous les éléments qu'on a mis tout à l'heure, et chacun a son propre jeu d'instructions disponible. Donc on voit qu'il y a des couleurs qui changent. Alors je vais essayer de cliquer plus doucement que vous voyez ça rame pas trop. On voit qu'il y a des couleurs qui changent. Donc il y a du jaune, du violet, du vert. Il y a plein de choses. Et donc en fait chacun de ces éléments dispose de ses instructions spécifiques. Donc tout ce qui est vert en fait ça va être les propriétés donc on a vu tout à l'heure. Par exemple mon bouton, on a vu qu'il avait une couleur, qu'il avait une taille de police, qu'il avait du texte, et bien, tous ces éléments, on peut les changer dans notre programmation. On n'est pas obligé de le faire dans le menu designer, on peut avoir une application qui en cours de route change ses paramètres. Donc ça c'est ce qu'on verra dans d'ici une dizaine de minutes. On va voir que c'est assez facile à faire et ça peut être très pratique à utiliser. On va avoir aussi des blocs jaunes. Donc les blocs jaunes, en gros, c'est des blocs de début de programme. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de programmer sur Arduino, sur Pickaxe ou sur n'importe quel autre type de programmation classique robotique, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une programmation séquentielle. Vous avez un début de programme et ensuite il déroule les unes après les autres les instructions. Lui, il suit sa ligne et il n'a pas la possibilité d'en déroger. Parce que en fait le microcontrôleur n'a pas la puissance pour gérer plusieurs programmes en même temps. Là le truc c'est que vous avez un smartphone ou une tablette qui a un ordinateur de poche et en gros qui a vraiment la puissance sans aucun problème de gérer plusieurs programmes en même temps. Ce que ça veut dire c'est que vous allez pouvoir faire un petit programme. Donc je vais zoomer. Quand je clique sur mon bouton faire et donc là on va pouvoir par exemple jouer un son. Voilà. Quand je clique sur le bouton jouer un son. On va pouvoir aussi mettre, donc quand horloge.chronomètre, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc quand mon horloge a fini son chronomètre, ça en gros c'est un bloc qui veut dire toutes les secondes finalement. Donc toutes les secondes, faire envoyer un SMS. Et ça le téléphone il est capable de gérer plusieurs programmes en même temps. Donc en fait c'est une programmation qui est un petit peu différente et ça peut donner des programmes plus... Ouais, c'est différent comme programmation, mais c'est pas dénué d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la programmation événementielle et pas séquentielle. Et donc ça vous permet de gérer en fait des petits sous-programmes différents, mais qui sont vraiment des sous-programmes séparés. C'est-à-dire que c'est pas des sous-programmes que vous appelez à un moment dans votre séquence et qui sont juste une ligne compactée. C'est vraiment des sous-programmes différents qui tournent les uns indépendamment des autres, et qui vous permettent de faire plein de choses différentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exemple, histoire de voir concrètement. Donc là, je vais supprimer tout ce que j'avais mis tout à l'heure, et on va faire un petit exemple simple de quiz. Hop.
Hop, voilà. Et voilà. Donc pour notre quiz, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va d'abord en fait, on va d'abord dans un premier temps avoir un bouton qui va nous permettre de déclencher le quiz. Donc on va prendre un bouton. Donc là j'ai pris mon arrangement horizontal, je lui ai fait faire prendre toute la largeur de l'écran, donc c'est pour ça que sa hauteur et sa largeur, je lui ai mis remplir par an. Donc remplir par an, ça veut dire remplir toute la largeur de l'écran qui est disponible. Donc effectivement, comme le précise André, donc là ce qu'on est en train de faire, c'est le quiz 04-2020-niveau 1.aia. Donc alors je vais vous expliquer tout de suite comment apporter les projets, ça va être plus simple. Quand vous avez ici dans le menu projet, vous avez donc mes projets, commencer nouveau projet, et importer le projet .aia de mon ordinateur, avec ensuite donc, des boutons pour enregistrer, etc. Le fichier .aia, c'est un fichier Apple Inventor qu'il est capable de reconnaître, et donc donc si vous faites projet importer le fichier .aia, n'importe lequel de ceux qu'on vous a fournis, il va vous ouvrir en fait l'application finie telle qu'elle est. Et vous avez d'autres fichiers dans le lien de téléchargement qu'on vous a fourni qui sont des fichiers .apk, donc ça c'est des fichiers pour le smartphone. Donc APK, c'est des fichiers qu'Android reconnaît comme des fichiers d'installation d'application. C'est plus ou moins des .exe pour Android, si vous voulez. Et donc les fichiers .apk, par contre, vous pouvez pas les éditer. C'est des fichiers compilés et voilà. Donc ce qu'il vous faut, c'est les fichiers .aia. Et donc là, ce qu'on fait, c'est le niveau 1. Donc c'est le premier quiz. Donc d'abord, je mets un arrangement horizontal. Dedans, je vais mettre un bouton. Alors là, mon bouton, il n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans l'arrangement horizontal et on va lui demander d'aligner au centre. Donc alignement vertical, alignement horizontal, centré. Donc comme ça, on aura notre bouton en plein milieu. Très bien, on va lui mettre une taille de police un peu grande et on va mettre... Hop. Voilà. Commencer le quiz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième disposition verticale, un arrangement vertical. Donc là, il apparaît en dessous, parce que du coup, il a fait de la place pour celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher visible dans l'arrangement horizontal, comme ça, lui, il va se pousser, il va me laisser de la place pour préparer mon autre application. Vous allez voir tout à l'heure que ça va être utile. Donc, pareil, celui-là, mon arrangement vertical, je vais lui faire remplir toutes les choses, et on va faire un quiz tout simple, où en gros, on va mettre un label qui va être notre texte de question, et 3 réponses possibles pour cette question. Donc là, on voit encore une fois que notre design n'est pas terrible, tout est parti à gauche. Donc encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est un alignement pour centrer tout ça et que ce soit un petit peu plus lisible. Donc on va augmenter la taille de la police pour tous, comme ça, hop, ce sera plus sympa. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir mettre dans le label notre question. Donc on va faire un truc avec l'actualité, je sais plus exactement ce que j'ai mis dans le niveau 1, mais bref, donc on va mettre quel nom du virus, hop, voilà. Et ensuite, on va changer, on va mettre nos 3 réponses. Hop. Voilà, et je sais plus exactement où sont les majuscules, mais en gros, c'est un truc comme ça. Et donc là, en fait, ça, c'est notre question de quiz. Donc le truc, c'est que vous avez vu tout à l'heure qu'on a caché en fait notre écran de base. Donc là, si je recoche visible, on a les deux trucs qui sont compactés l'un sur l'autre. Donc ça, c'est pas très intéressant parce qu'on a notre bouton de commencer le quiz et en dessous, on a le reste. Ça n'a pas trop de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre deuxième zone, là qu'on a appelée arrangement vertical, je vais la renommer pour simplifier un petit peu, et je vais l'appeler programme conteneur. Donc en fait, c'est ça qui contient mon programme, et lui, par contre, je vais le mettre invisible. Donc quand mon application va s'ouvrir, elle va être sur un élément comme ça avec un bouton, et au moment où je vais commencer le quiz, on va se débrouiller pour que, en fait, cette partie-là disparaisse et ça vienne m'afficher mon programme conteneur avec mes boutons. Donc pour ça, on va devoir aller dans le menu bloc et faire de la programmation. Donc dans le menu bloc, on retrouve donc tous les éléments qu'on avait tout à l'heure, donc arrangement horizontal, les boutons, le programme conteneur, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand on appuie sur notre bouton, donc il s'appelle bouton 1. Bon là, je me souviens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer ici, et on va l'appeler question
et on va l'appeler, pardon, démarrage. Hop. Et comme ça, quand je reviens ici, il s'appelle démarrage. Au moins, je sais que c'est bien celui-là. Donc, quand on clique sur démarrage, ce qu'on va vouloir, c'est cacher en fait notre arrangement horizontal, le premier, et rendre visible le second. Donc pour ça, on met des blocs comme ça. Donc c'est des blocs verts, c'est des blocs qui vont changer les paramètres de ces éléments. Donc nous, en fait, on a arrangement horizontal 1, et ce qu'on veut changer, c'est son paramètre visible, de manière à ce qu'il soit invisible. Donc pour ça, on va dans les éléments de logique, et on va avoir faux. Et donc en fait, on va mettre visible à faux, et donc l'autre, on va mettre visible à vrai. Et donc ça va nous permettre de cacher le premier arrangement, et de rendre visible le second. Alors, il y a d'autres méthodes pour le faire, bien sûr. Là, je vous en présente une qui utilise ces paramètres-là pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une solution. Et donc ça va faire qu'on va passer de cet écran-là à notre deuxième écran avec les questions. Et donc nous, ce qu'on veut ensuite, c'est que les questions, nous, quand on clique dessus, bah, on est la réponse. Donc là, je vais faire une version un petit peu plus simple que le corrigé. Je vous commenterai après le corrigé. Nous, ce qu'on va faire, c'est que donc on a trois boutons, donc bouton 2, bouton 3, bouton 4. Alors je pourrais les renommer pour simplifier, qui s'appelle réponse 1, réponse 2, réponse 3. Alors on va garder bouton 1, bouton 2, bouton 4. Donc, on sait ce que c'est. Et donc on sait que c'est le dernier qui est la bonne réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur un bouton, on va changer sa couleur de façon à ce que ce soit rouge ou vert selon ce qu'on a fait. Donc là, c'est mettre bouton 2, couleur de fond, A. Et donc là, on va aller ici, hop, dans couleur, et on a la possibilité d'avoir différentes couleurs. Hop, donc je fais clic droit, dupliquer pour la même chose sur la mauvaise réponse. Et là, je fais clic droit, dupliquer ici, mais je vais mettre vert pour une bonne réponse. Alors, c'est pas exactement le corrigé que vous avez. Je vous montrerai après le corrigé, mais ça va faire un programme un petit peu plus rapide. Et donc là, ça fait un programme qui est finalement pas très compliqué. Alors, c'est une application relativement simple, on est d'accord, hein, c'est un petit quiz, mais du coup, ça vous fait un programme qui est relativement simple et qui va fonctionner. Normalement, si je me suis pas trompé quelque part. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va transférer l'application du PC vers le smartphone. Excuse-moi Thomas, juste dans tes blocs, je crois qu'il faut que tu updates les noms des boutons là, Oui, pour les couleurs. pardon, exact. Hop, ici, bouton 2, bouton 4. Merci. Donc voilà, donc là, l'application est faite, et maintenant, il faut pouvoir la transférer de l'ordinateur vers le smartphone. Donc, j'ai un câble USB-C. Je branche le smartphone. J'autorise le transfert de fichiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer l'application. En fait, on va venir ici dans Construire, et on va avoir donné le QR code pour fichier APK. Donc ça va générer un QR code qu'on va pouvoir scanner avec le smartphone, qui va en fait envoyer un lien de téléchargement directement sur le smartphone. Ça nécessite d'avoir une connexion Internet ici. Ou alors enregistrer le fichier .apk sur mon ordinateur. Donc on va faire ça, c'est plus simple. Ça va nous télécharger un fichier .apk, donc reconnaissable par Android, et qu'on va pouvoir installer sur l'appli. Donc il y a un système de simulation dans le menu connecté. Alors là, on va pas en parler parce qu'il y a déjà plein de choses à dire dans la visio, mais effectivement, vous avez un mode simu. Hop. Et donc ici, alors si je dis pas de bêtises sur le mode simulation, là en fait vous avez un émulateur, et en fait vous avez la possibilité de faire une connexion live entre le smartphone et l'appli, et en fait tous les changements que vous faites sur le PC se font automatiquement sur l'appli sur le smartphone. Maintenant c'est une façon un peu plus compliquée de fonctionner, donc là on va juste transférer le fichier, et on va faire ça plus simplement. Donc là je vais sur mon smartphone, il n'y a plus beaucoup de place. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est à la racine du smartphone, vous mettez un dossier App Inventor, qui est là, et vous venez copier en fait le fichier .apk. Il est là. On va dans le gestionnaire de fichiers,
dans App Inventor, on a quiz 2304, on clique dessus. Donc là, en fait, il va demander d'autoriser en fait tous les accès demandés par cette application. Par exemple, si je lui demande d'accéder au SMS, à Twitter ou à l'accéléromètre ou quoi, l'accéléromètre, je sais pas s'il va demander. Il va vous dire attention, l'appli a besoin de ça et ça. Bon là, c'est pas le cas, donc je vais faire installer et ça va le faire. Après, de toute façon, si vous avez confiance dans votre appli, il n'y a pas de problème à autoriser tout ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va sûrement me mettre un message d'erreur, enfin un message d'alerte, m'expliquant que... oh, il l'a pas fait. Des fois, en fait, il vous met un message d'alerte expliquant que Play Protect, qui est donc le système qu'Android a mis pour protéger votre smartphone d'applications néfastes, reconnaît pas en fait l'application comme étant une application officielle. Forcément, vous venez juste de la faire, et donc il peut vous dire attention, elle n'est pas reconnue et vous n'êtes pas protégé par ce système-là. Alors, c'est au professeur de faire l'application ou c'est les élèves qui doivent le faire? A priori, c'est les élèves. Alors, le fichier APK qui est bloqué par Android, normalement, en tout cas, nous, tout ce qu'on a testé sur nos tablettes et smartphones disponibles, il n'y a pas spécialement de programme. Hop, le nom du programme qui permet l'affichage de l'écran du smartphone sur l'écran du PC. Donc nous on utilise Mirroring 360, par contre il est payant. Voilà. mais il marche très bien. Donc c'est pour ça que voilà. Donc là j'appuie sur le bouton commencer le quiz. Et donc j'ai mon truc. Alors mon application elle est pas très bien faite, ce qui fait que si je clique sur les mauvaises réponses, j'ai quand même encore le droit de cliquer, et donc jusqu'à ce que je trouve la bonne. Et là mon application elle est frisée, elle est finie, je peux plus rien faire. Mais donc, on a une application qui fonctionne. On a fait notre première appli sur le smartphone et on a réussi à la transférer ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous commenter en fait les autres applis. Alors le transfert de l'application vers le smartphone, j'ai juste téléchargé en fait le fichier .apk et je suis allé le coller en fait quelque part dans mon dossier de smartphone quand je le connecte au PC. Donc après, il faut juste le retrouver dans le gestionnaire de fichiers du téléphone. Donc il faut le mettre à un bon endroit où on est sûr qu'on va le retrouver. Donc moi, il est dans mon dossier App Inventor et je le récupère là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous importer les fichiers. Donc on va faire directement le niveau 3. Comme ça, on va faire le gros fichier bien avec tout ce qu'il faut. Hop. Et je vais vous le commenter pour qu'on voit un petit peu quelles modifications on a apportées et à quoi il sert. Donc bref, on a mis un logo A4, on a mis lancer le quiz. Là en fait ici j'ai un petit bouton afficher les composants non visibles, enfin les composants cachés, pardon, pas les composants non visibles, les composants cachés. Et ici en fait il va m'afficher un petit bout de qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme question. On voit qu'on retrouve en fait les questions qu'on avait tout à l'heure. Donc alors bon, c'est pas la même question, je l'ai pas fait dans le même ordre, mais ok, donc on a toujours une question, 3 réponses possibles, et on voit ici en bas que j'ai mis des petits composants non visibles un peu différents, qu'on n'a pas vu tout à l'heure, qui sont en fait ici des notificateurs. Donc les notificateurs, donc là, bon bref, cliquez sur le point d'interrogation, il y a une explication de ce que c'est. En gros, c'est un petit pop-up qui apparaît, donc alors nous ça va être quand on appuie sur un bouton, et ce pop-up dessus, il va vous afficher un texte. Et en bas, il y aura un bouton, donc nous, ça va être un bouton OK pour dire c'est bon, j'ai réussi. En gros, on va pouvoir personnaliser ce petit message pour qu'il dise ce qu'on veut. Et donc ça va nous servir à voir ce qu'on a mis en réponse de questions. Donc plutôt que d'avoir juste rouge, rouge et vert, on va avoir un message. Donc là, je vais aller dans Bloc, en haut à droite. Et on retrouve un programme qui est beaucoup plus compliqué que le précédent, mais vous allez voir que c'est finalement pas si compliqué que ça. On va le détailler rapidement. Vous allez voir que ça se fait bien. Donc il faut savoir qu'ici on a mis des variables. Donc les variables, alors pour ceux qui sont pas forcément, qui connaissent pas toujours, enfin qui connaissent pas forcément la programmation, les variables c'est simplement en fait une boîte auquel on donne un nom. Donc là les noms ça va être num question, donc numéro de la question, et score. Et en fait, dans cette boîte, on va stocker une valeur. Donc là, c'est des chiffres. Hein. Voilà. On peut stocker du texte, machin truc. Nous, ce qu'on veut, c'est stocker des chiffres.
qui vont aller de 0 à 3, je pense. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir la possibilité d'utiliser des instructions comme par exemple ajouter 1 à notre variable et récupérer en fait et faire demander donc si la variable vaut 1, faire quelque chose, etc. Donc on a toujours notre premier bouton. Donc quand on clique, on efface. Quand on clique sur lancer le quiz, on cache le premier truc et on affiche le deuxième. Et ensuite, on va avoir plusieurs possibilités. Donc on a un seul bouton qui va gérer 3 questions différentes. Et donc, en gros, si on clique sur le premier bouton, donc le texte va passer au vert. Alors je ne sais plus quelle est la question, mais en gros, c'est la bonne réponse. Et on va avoir donc notre petite fenêtre pop-up, elle est ici. Donc ça, c'est le notificateur. Et donc, on va avoir un message qui explique une réponse un peu complète, quelque chose qui dit bonne réponse, et un bouton OK pour effacer notre pop-up. Je le mettrai sur le smartphone, vous allez comprendre plus facilement tout à l'heure. Si on fait la réponse 2, on a pareil, sauf que le texte passe au rouge, et on a mauvaise réponse, et on a quand même l'explication de c'est quoi la vraie réponse. Pareil pour la réponse 3. Hop. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'ici, on a mis un bouton qui s'appelle question suivante. Et donc le question suivante, de base, il n'était pas visible. Et donc là, on l'a coché pour qu'il soit visible. Et on va augmenter le score si on a eu une bonne réponse et le diminuer et pas le changer si on a mis une mauvaise réponse. Donc question suivante, en fait, c'est un autre sous-programme qu'on a mis, hop, ici plus bas. Et donc question suivante, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc remettre la couleur du texte à noir pour éviter que ce soit vert et rouge. Et ensuite, si la question, si c'était la première question, bah, il va changer pour afficher la deuxième question. Si c'était la deuxième question, il va changer pour afficher la dernière question. Je ne sais pas si c'est très clair. L'application est un petit peu compliquée. Mais en gros, ce qu'on veut simplement, c'est changer le texte de nos boutons pour passer à la question suivante. Alors, je vous vais mentionner une autre technique pour le faire, parce que là, on l'a fait avec les paramètres volontairement pour avoir quelque chose qui joue avec chacun des éléments de l'application. On va avoir la possibilité de le faire avec des écrans. Et donc, en fait, chaque question va se faire comme ça. Tout simplement, quand on appuie sur un bouton, on a un pop-up qui nous explique si c'était bonne réponse, pas bonne réponse. Ça compte le score. Et à la fin de la troisième question, on nous dit vous avez obtenu un score de temps. Et voilà. Et entre chaque question, on a un petit bouton désactiver les boutons pour éviter d'avoir la possibilité de répondre plusieurs fois. Donc évidemment, je le rementionne, c'est pas la première appli que vous allez faire. C'est pas le premier truc que vous allez demander à des cinquièmes. C'est évidemment pas la première chose. Par contre, vous pouvez demander sans problème à des cinquièmes de dire, sachant que, alors bon, ouais, là pour le coup, elle est un peu compliquée, peut-être au niveau 2, sachant que cette appli fonctionne comme ça, rajouter une quatrième question. Donc là, il faut qu'ils analysent un petit peu, il faut qu'ils réfléchissent à comment c'est fait, etc. Et ensuite, il faut qu'ils refassent en fait une session de bloc comme ça qui leur permet de faire une quatrième question. C'est une possibilité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer l'appli, sauf que plutôt que la transférer par câble, je vais la transférer par QR code. Donc je vais construire, et donc tout à l'heure, on avait mis enregistrer le point APK sur mon ordinateur. Là, on va donner le QR code pour fichier APK. Donc sachant qu'ensuite, il vous faut simplement un lecteur de QR code. Donc il y a une application App Inventor 2. C'est celle qui s'utilise pour, en fait, le mode simulation en temps réel, quoi, pour avoir l'application et le PC qui dialoguent, qui permet de scanner le QR code. Mais en gros, le QR code, c'est juste un lien. On est d'accord, c'est du texte, donc ça va juste vous faire télécharger une APK. On l'installe. Hop, je vais remettre Mirroring qui est là. Normalement, hop, ouvrir l'APK. Donc là, j'ai mon application. Je clique sur le bouton lancer le coup de Covid. Donc, comment le virus se transmet-il? On répond. On a un pop-up qui apparaît qui nous explique bonne réponse, une petite explication. On clique sur OK pour l'enlever. Ce qu'on voit, c'est que mes boutons sont grisés. C'est-à-dire que là, si je viens marteler mes boutons, j'ai pas la possibilité de le faire. Ça, c'est parce qu'on l'a mis quelque part. Alors, je ne vais pas tout commenter dans le détail. On a mis quelque part qui fait que ça désactive en fait les boutons. Et la seule possibilité que je peux faire, c'est question suivante. Je n'ai pas le droit de répondre plusieurs fois. Donc là, machin. Pareil pour la deuxième question. Question suivante. Hop. On répond. Et à la fin, un petit pop-up qui nous dit votre score final est de temps. Bravo.
etc. Et donc là, tout est grisé, l'application est finie, on n'a pas moyen de recliquer comme un fou pour essayer de la refaire. Hop, si on a mauvaise réponse, c'est exactement pareil, sauf que en haut, en fait, on a écrit mauvaise réponse, et le texte, il passe rouge au lieu de vert. Donc voilà, ça c'était comment faire une application toute simple. Alors si, juste un truc que j'avais mentionné, là je l'ai fait en faisant afficher en composants visibles, composants non visibles, pour volontairement en fait faire quelque chose qui utilise les propriétés de chacun des boutons. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous avez la possibilité en fait d'ajouter différents écrans. Donc ici si on clique sur ajouter écran, donc on l'appelle screen 2, c'est très bien, vous avez en fait, hop, un deuxième écran complètement vide, et vous pouvez switcher entre screen 1 et screen 2, et vous avez la possibilité en fait, de simplement enlever l'écran 1, passer à l'écran 2, et éviter de changer le texte des questions, et juste simplement pré-régler vos 3 écrans pour avoir les 3 séries de questions différentes. C'est une possibilité. Là, ce que je vous avais fait, c'était une appli qui utilise vraiment une grosse partie programmation, petite partie designer. Mais de toute façon, comme toujours en programmation, vous avez plusieurs façons de faire, et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu une application qui fonctionne uniquement sur le smartphone. On va essayer de le connecter à du matériel. Comme on a vu tout à l'heure, il y a des menus de connectivité, et ça peut être intéressant d'essayer de faire dialoguer un smartphone avec du matériel. Donc, on va faire des programmes beaucoup plus simples, vous inquiétez pas. En gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est on a une carte Arduino ici. Hop. Donc c'est un clone d'Arduino, c'est une carte Seeduino. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en fait une carte qui a des ports Grove directement intégrés. Mais sinon, c'est considéré par le PC comme une Arduino Uno. Donc il n'y a pas de problème pour la programmer. On va le faire avec MBlock. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer une application dans un premier temps qui va allumer cette LED. Donc là j'ai une petite LED, et je veux qu'elle s'allume pendant 1 seconde quand j'appuie sur le bouton de mon application. Donc un programme qui n'a pas l'air trop... Ça n'a pas l'air trop compliqué, par contre il y a de la connectivité à faire. Donc on va voir tout de suite comment on s'y prend. Donc première chose à faire, qui est essentielle, c'est d'aller sur a4.fr pour en fait télécharger un fichier qui lui va gérer la connexion pour nous, et ça va nous simplifier la vie. Donc quand vous êtes sur a4.fr, vous avez ressources téléchargeables, ici. Vous allez, ça vous envoie sur notre wiki, a4.fr/wiki. Hop, tac, 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 et vous avez, où est-ce qu'il est? Environnement de programmation App Inventor 2, et ici, exemple d'application, vous avez le programme Bluetooth base. Donc c'est lui qui va nous servir donc de base. Hop. Donc je l'extrais, c'est la 11e fois qu'on le télécharge quand même. Je vais être la 11e visio App Inventor. Et donc on va le renommer tout de suite, parce que App Inventor, en fait, au moment où il va l'importer, il va donner le nom de ce fichier au projet. Donc là, typiquement, on va l'appeler Visio 2304. Non, celui de tout à l'heure, il s'appelle déjà comme ça. Bluetooth. Hop. Et donc on va pouvoir l'importer dans App Inventor. On a notre fichier de base. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc dans projet, comme tout à l'heure, importer le projet.aia de mon ordinateur. Je choisis un fichier. Hop, on va récupérer et on va l'importer. Donc ce qu'on va voir, et qui est extrêmement important à comprendre dans les programmes Bluetooth, c'est que en fait, il existe 2 programmes simultanés utilisés par le matériel. C'est-à-dire, hop, je vais reprendre la petite slide. Vous avez en fait un programme qui est dans le smartphone, donc ça c'est celui qui est sur App Inventor, qui dialogue par Bluetooth avec un programme qui est dans le robot. Et en fait, le fait d'avoir ces 2 programmes, ça vous permet de doser parfaitement la difficulté de ce que vous avez demandé aux élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez par exemple faire une application super compliquée avec de la reconnaissance vocale, du GPS, que sais-je. Ça, vous la donnez telle quelle aux élèves. Vous donnez un fichier impeccable, vous téléchargez ça dans la tablette. Vous avez votre tablette. Par contre, ce que vous devez me faire, c'est un programme dans un robot qui, quand il reçoit la valeur 1, il allume la LED 1, quand il reçoit la valeur 2, il avance pendant 1 seconde, et quand il reçoit la valeur 3, il tourne sur lui-même. Et c'est tout. Programme qui est relativement simple pour des élèves qui connaissent déjà les fonctionnalités d'un robot. Ils doivent juste gérer le Bluetooth, donc ça fait l'objet d'un cours, et voilà, ils arrivent au bout, et ils savent gérer la connectivité Bluetooth.
voilà, sachant qu'ils connaissent déjà le robot, bien sûr, on va pas tout leur apprendre d'un coup. Mais donc ça vous permet de faire une application très simple. Et inversement, vous avez la possibilité de faire un programme super compliqué de robot qui suit des lignes, qui détecte des objets, qui, pourquoi pas, une caméra Pixie qui permet de détecter des couleurs ou quoi. Et derrière, vous allez juste demander aux élèves de faire une tablette qui va gérer différents modes. Donc vous allez avoir 4 boutons, donc le mode caméra, le mode suivi de ligne, le mode détection d'obstacles et le mode autre, lumière. Et vous leur demandez juste de coder 4 boutons qui envoient la valeur 1, 2, 3, 4. Et vous leur donnez juste le protocole, donc sachant que 1, si vous envoyez 1 en Bluetooth, ça va générer tel programme. Voilà. Et donc ça vous permet de doser exactement ce que vous voulez, voire même de faire des groupes d'élèves différents qui font des programmes qui ensuite vont dialoguer. Donc vous dites, élève 1, vous faites une télécommande pour le robot, et vous faites un programme qui gère telle donnée. Donc vous vous mettez d'accord que quand on envoie 1, ça fait ça, quand on envoie 2, ça fait ça. Et donc ça, c'est bien important de voir qu'il y a 2 programmes en même temps. Donc je reviens sur notre fichier Bluetooth base. Le fichier Bluetooth base, qui est là, en gros, c'est un fichier qui gère la connectivité Bluetooth. Vous voyez qu'en bas, dans les composants non visibles, on a un truc qui s'appelle Bluetooth, info Bluetooth et error system. Donc ça n'a pas l'air très engageant, mais ça permet de gérer plein de petites erreurs qui pourraient vous poser problème. Donc voilà. Donc on a mis un programme conteneur, on aime bien les programmes conteneurs, qui est non visible. Donc là, je vais cocher ici, afficher les composants cachés, comme ça, il va être disponible et je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Et enfin, surtout, mettre mon programme. Je vais le refaire rapidement, parce que vous n'avez pas forcément vu, c'était rapide. De base, j'ai un bouton connexion et un bouton notice. Et quand j'ai mis afficher les composants cachés, il y a un bouton de déconnexion qui est apparu. Ça, c'est parce que en fait, quand vous allez ouvrir l'appli, vous allez avoir un bouton connexion, et une fois que vous allez être connecté, ce bouton connexion, il va disparaître, et on va passer au bouton déconnexion. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était une appli qui allume la LED pendant 1 seconde. Donc on va mettre un bouton, ici, qu'on va appeler allumer LED 1 seconde. Voilà, facile. Le design de notre appli est terminé. Ça va, c'était pas trop compliqué. Dans la partie bloc maintenant. La partie programmation, c'est là que ça va être important. Dans notre fichier Bluetooth base, vous avez tout ça qui est déjà là. Ça, c'est des blocs qui vont gérer la connexion Bluetooth, donc des blocs qu'on a compactés, qui contiennent chacun des choses diverses et variées. Typiquement, donc là, quand vous allumez votre appli, si le Bluetooth n'est pas activé sur votre smartphone, il va vous dire veuillez activer le Bluetooth dans les paramètres. Il y a plein de choses, qui sont pas forcément intéressantes ni pour les élèves ni forcément pour vous. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'il y a dedans, je vous encourage à le faire. Maintenant, sachez que c'est pas essentiel et vraiment le but c'est que votre application elle tourne bien. Et donc c'est volontairement utile de pas les regarder. Donc là, typiquement, ça c'est quand il y a une erreur qui arrive, ça gère en fonction du message d'erreur l'appli que ça va vous montrer. Donc tout ça, on le met de côté, on va considérer que ça marche et on va faire notre programme en considérant que ça marche. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand on clique sur notre bouton, on envoie une donnée qui permette à la carte Arduino de allumer la LED pendant 1 seconde. Donc ça va être facile. Vous allez voir, c'est promis. Donc je vais retrouver mon bouton 1, et il s'appelle bien bouton 1, et donc quand je clique sur le bouton 1, quand bouton 1.click, on va envoyer quelque chose en Bluetooth. Donc là, on va aller dans Bluetooth. Et dans Bluetooth, on a plein de blocs différents. Donc on a toujours les blocs verts qui permettent de changer plein de choses, des adresses, des disconnects, etc. On va le laisser dans un coin. Et nous, on va s'intéresser plutôt aux blocs qui sont violets ici. Et on voit qu'il y en a plein, donc il y a se connecter, etc. Donc ça, a priori, j'imagine que se connecter, c'est dans les autres blocs. On va pas trop toucher à se connecter. On va plutôt aller dans donc, recevoir. Donc là, ça ne nous intéresse pas tout de suite, mais on verra que d'ici 15 minutes, on va partir sur la partie recevoir. Et nous, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est envoyer des données en Bluetooth. Donc envoyer un octet nombre, envoyer 2 octets, 4 octets, envoyer octet liste et envoyer texte. Ok, c'est pas très compréhensible comme ça. En gros, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que à chaque fois, ces blocs, donc c'est appeler Bluetooth, donc c'est appeler la fonction envoyer un octet du module Bluetooth, et ça va envoyer un nombre. Donc là, c'est envoyer des nombres, là, c'est envoyer une liste, et là, c'est envoyer du texte. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement envoyer un nombre, et savoir si on veut 1 octet, 2 octets ou 4 octets. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas forcément,
Un octet, c'est une façon d'écrire c'est une façon de coder un nombre. Et donc en gros, on va pouvoir mettre n'importe quel nombre entre 0, nombre entier, entre 0 et 255. Donc nous, ça va, on a juste besoin d'envoyer une information, ça devrait suffire. Si vous mettez 2 octets, bah, vous collez 2 octets, donc vous avez 255 enfin 255 fois 256 possibilités, un truc comme ça. Du coup, ça va tout de suite monter les possibilités de ce qu'on peut faire. 4 octets, encore plus. Donc nous, un octet, ça va nous suffire largement. Et on va pouvoir envoyer un nombre. Donc typiquement, hop, on va envoyer le nombre 1. On va allumer une seconde, c'est légitime. Et donc voilà, mission accomplie, programme terminé. Ça va. Celui-là, il n'était pas trop compliqué, honnêtement. Honnêtement, ça va. Par contre, du coup, maintenant, il nous faut un programme pour la carte Arduino. Parce que la carte Arduino, si on lui envoie un sur son module Bluetooth, bah, elle s'en fiche en fait. Donc, il nous faut quelque chose qui lui permet à la carte Arduino de réagir. Donc, on va le faire avec Mblock 3. On est connecté sur Mblock 3. On va choisir la carte, c'est une Arduino Uno. Donc ça, je le sais, et de toute façon, c'est a priori c'est ça. Et on va ajouter une extension. Donc, hop, pour ça, on va dans Choix des extensions, Gérer les extensions. Alors, je vais la supprimer pour vous la remettre. Hop. Et en fait, quand vous êtes dans Disponible, vous cherchez A4. Et ça vous donne toute une liste d'extensions. Et nous, celle qui va nous intéresser, c'est A4 Grove. Parce que dans A4 Grove, alors allumer une LED, c'est effectivement pas le truc compliqué. Par contre, les modules Bluetooth, ça, c'est plus compliqué à gérer par bloc. Et donc, dans nos blocs ici disponibles, donc il y en a plein. Donc la LED, on va en avoir besoin tout à l'heure. Je le garde de côté. Et on a les blocs de Bluetooth. Donc il y en a 4. Je vais vous les sortir et on va voir ce que ça donne. Donc, il y a recevoir données. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on a vu que dans le smartphone, on envoyait de la donnée. Donc nous, on veut recevoir des données, ça c'est bien. On peut envoyer des données, donc entre 0 et 255. Donc on voit que tout à l'heure, ça rappelle, c'est un octet. Donc ça, on n'en a pas besoin tout de suite, on en aura besoin tout à l'heure. On peut renommer notre module. Ça, on va en avoir besoin, parce que des modules, j'en ai peut-être 5 là, et ils s'appellent tous HMSoft, parce que je viens de les acheter. Donc, pour me connecter, ça va être coton. Donc, ce qui va être bien, ça va être de leur donner un nom. Donc là, on va l'appeler Visio2304. Voilà, ça suffira. Donc, vous pouvez l'appeler Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3, ça marche très très bien. Et on peut changer le code PIN qui est par défaut 1, 2, 3, 4. Ça, on vous le met là. Ça sert en général pas trop. Mais si vous n'êtes pas sûr du code PIN, au pire, vous le changez et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est bon. Donc, le module Bluetooth. Hop. Donc là, on va utiliser un module Bluetooth Grove. Comme ça. On va le brancher sur D7, parce que là, visiblement, dans le bloc, c'est écrit D7. Et, hop. Et on va faire tout de suite le programme qui permet de le renommer. On va l'envoyer dans la carte, et comme ça, il va être renommé. Et, hop, ça va bien marcher. Donc là, alors je vais pas rentrer dans les détails d'utilisation de Mblock, ça pour le coup, on peut faire faites la visio Mbot, et vous verrez l'utilisation pour téléverser dans une carte. C'est pas très compliqué. Donc là, en fait, on va charger un programme qui va changer le nom du module Bluetooth, et je vais vous montrer comment s'appairer à ce module. Donc là, c'est bon, il est téléchargé. Hop, je vous remontre l'écran de mon smartphone. Je vais dans Bluetooth. Dans Bluetooth, j'ai... donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les modules Bluetooth, vous avez l'appairage et la connexion. L'appairage, c'est ce qui va permettre au smartphone de reconnaître que ce module Bluetooth existe et dans la liste des périphériques qu'il a reconnu. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire avant, il faut le faire une seule fois. Donc là, il y a plein de choses. Il y a ma voiture, des écouteurs Bluetooth, des trucs. Et je vais aller rechercher ce qui est disponible autour de moi. Donc là, il y a des trucs, Samsung TV, machin. Ce qui peut se passer, c'est que le renommage, il prenne du temps à se faire. Ne me demandez pas pourquoi. Mais donc là, typiquement, je sais qu'il s'appelle Visio, voilà, Visio2304, donc là, c'est bon, il s'appelle bien, c'est celui-là. Et quand je clique dessus, il va me demander un code PIN, donc de base, c'est 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Et là,
Bon, il faut le temps qu'il fasse l'association. Il est bon, il est associé ici. Et donc quand je vais télécharger mon application, j'aurai dans la liste des périphériques auxquels je peux me connecter celui-là. Donc je sais que ce sera lui auquel il faudra que je me connecte. Hop, donc ça c'est une bonne chose. On a renommé le module, on est prêt, on peut faire notre programme. Donc on a vu que c'est un programme où on reçoit des données, on doit allumer une LED. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire répéter indéfiniment, puisqu'on veut que notre programme il tourne en permanence. Et on va mettre si la donnée reçue est égale à 1, c'est jamais que... Bon, hop, on en reçoit autre chose. Si la donnée reçue est égale à 1, on active la LED, on attend une seconde, hop, on désactive la LED. Donc là, voilà notre programme. Donc si la donnée reçue est égale à 1, alors on allume la LED, on attend une seconde, on l'éteint. On espère que ça va marcher. On va avoir confiance, on va se dire que ça va marcher. Donc je télécharge dans la carte Arduino. Hop, je vais récupérer mon programme ici pour le mettre dans mon smartphone. Je scanne le QR code. J'installe l'appli. Hop, lui, il a fini. Tac. Donc j'ouvre mon appli. Donc elle s'appelle Bluetooth Base parce que j'ai pas retouché au nom de l'appli, etc. Mais voilà, donc là j'ai mon module Bluetooth qui clignote. Quand je vais dans Connexion, j'ai la liste de tous les trucs disponibles. Donc il y a leur adresse MAC et leur nom. Et donc là je vais aller cliquer sur Visio 2304. Là le module clignote et au moment où la connexion marche, il se passe au fixe. Et c'est comme ça qu'on sait que on est bien connecté. Donc là il est au fixe, on est bien connecté, et donc on a notre programme qui s'affiche à l'écran. Et donc là, j'ai ma LED, j'ai mon bouton, quand j'appuie dessus, la LED s'allume pendant une seconde. Hop. Oh, attends, une main, c'est pas évident. Et donc voilà, donc on pourra avoir un bouton allumer une seconde, allumer 2 secondes. Il faudrait juste customiser un petit peu notre programme de la carte Arduino pour que ici, en fait, il suffirait de mettre ce bloc-là. Attendre, module reçu, la donnée reçue, seconde. Comme ça, on en verrait 1, 2, 3, 4 pour déterminer le temps d'attente et ce serait encore plus simple. On a réussi à envoyer les informations de mon smartphone vers la carte Arduino. Alors, la deuxième chose qu'il nous reste à faire, c'est faire l'inverse. Donc, envoyer de ma carte Arduino vers mon smartphone. C'est le retour logique. Et après, une fois que vous saurez faire ça, on fait les deux en même temps, ça marche très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir l'autre projet parce que du coup, il est un peu plus compliqué. Je vais pas le refaire directement. Il doit s'appeler, c'est peut-être celui-là. Donc vous de votre côté, il s'appelle Bluetooth RX. Donc RX comme réception. Donc ça, c'est toujours vu du point de vue du smartphone. Donc RX comme réception, TX comme transmission. Donc là maintenant, plutôt que d'avoir un bouton, on a un label donc, qui est du texte qui nous dit aucune donnée reçue. Et dans les composants non visibles, on retrouve ce que les autres trucs de tout à l'heure, plus ce dont je vous parlais un peu plus tôt, une horloge. Une horloge qu'on a réglée sur 50 millisecondes. Donc visiblement, elle va faire un truc très rapidement, 20 fois par seconde. Donc on va aller voir dans la partie programmation, qu'est-ce qu'on retrouve. Donc là, le programme, il est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. En gros, on a un programme qui fait donc quand horloge 1.chronomètre. Donc ça, ce que je vous avais dit, vous pouvez le traduire par toutes les 50 millisecondes. On vérifie qu'on est connecté en Bluetooth. Et on vérifie dans un deuxième temps qu'on a des octets disponibles pour, bon, la traduction, voilà, disponibles pour la réception. Donc octet disponible pour la réception supérieur à 0. Ça veut dire que ça, en gros, c'est on nous a envoyé au moins un octet. On nous a transmis de la donnée. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais on nous a transmis de la donnée. Donc on vérifie qu'on est bien connecté, qu'on nous a transmis de la donnée. Ça, c'est, je dirais pas que c'est essentiel, mais ça va vous permettre d'éviter plein d'erreurs, notamment parce qu'en fait, si vous laissez les erreurs s'afficher sur votre application, ce qui se passe, c'est que votre smartphone, il les garde en dur. En fait, il vous laisse le message d'erreur sur votre écran, même quand vous quittez l'application, etc. Et il faut en fait éteindre le téléphone ou désinstaller l'appli pour que ce message disparaisse.
Et ça, c'est particulièrement ennuyeux et assez anxiogène quand on fait la connerie pour la première fois. Donc ça, c'est vraiment des choses qui permettent de s'assurer que on n'a pas fait de bêtises et qu'on est bien connecté en Bluetooth et on a reçu des données. Et au moment où on est sûr qu'on a reçu des données, on va juste changer la caractéristique texte de notre label et on va le remplacer par dernière donnée reçue égale, et après le égal, on va rentrer la valeur qu'on nous a envoyée. Et donc ça va nous permettre de recevoir une donnée chiffrée, donc ce qu'on veut, entre 0 et 255. Donc là, on a mis recevoir octet non signé numéro 1. Donc la traduction est encore voilà. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va recevoir une donnée sur un octet, donc entre 0 et 255, et non signée. Non signée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de signe, donc elle est positive. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va afficher les données qu'on reçoit. C'est tout. C'est juste une appli qui fait ça, elle affiche ce qu'elle reçoit. Donc hop, on va faire le fichier QR code, et on va partir faire le fichier de la carte Arduino. Donc, il va nous falloir le bloc envoyer des données, qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Et en fait, la donnée, au lieu d'envoyer 255, ça, on va changer ce qu'on va envoyer. Donc pour le coup, on va prendre une petite variable, créer une variable. Donc, je rappelle, la variable, c'est une boîte. Je lui donne un nom. Donc là, on va l'appeler compteur. Et je lui donne une valeur. Donc là, la valeur, on va le mettre 0 au tout début de mon programme. Et quand je vais rentrer dans la boucle répéter indéfiniment, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque appui sur mon bouton poussoir, on va changer cette valeur. On va lui rajouter 1. Hop, donc attendre jusqu'à ce que le bouton poussoir soit activé, et ensuite envoyer données. On va pas faire ça, pour une raison très simple, qui est que si on fait ça, à partir du moment où on reste appuyé sur le bouton, en fait la boucle va tourner très vite, et en fait il va envoyer une donnée, envoyer une donnée, envoyer une donnée, envoyer une donnée, ça va aller très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait dupliquer ce premier bloc, et on va mettre attendre jusqu'à ce que le bouton poussoir soit activé, et ensuite attendre jusqu'à ce que le bouton poussoir soit désactivé. Donc attendre qu'on ait fait un vrai clic sur le bouton avant de faire quoi que ce soit et d'envoyer des données. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute à notre valeur dans la variable 1, et on va envoyer en Bluetooth cette variable compteur. Donc là, elle vaut 0, j'appuie sur le bouton, ça monte de 1, on envoie 1, je réappuie sur le bouton, ça monte de 1, donc ça envoie 2, etc., etc. Sachant que quand on va atteindre 255, ça va revenir à 0 pour la partie réception Bluetooth. Ça va être tronqué en fait. Donc mon bouton poussoir, il est sur D3, donc je le branche sur ma carte Arduino. Hop, je télécharge le code. De ce côté-là, je vais récupérer l'appli. On ouvre l'appli. Et donc comme tout à l'heure, tant qu'on n'est pas connecté, l'application est vide. Donc je me connecte. C'est toujours Visio 2304. Raté. Ah, je pense que hop, il faut juste redémarrer. J'ai pas dû fermer l'autre appli en fait. Et donc mon module Bluetooth, il est toujours connecté à l'ancienne appli et du coup ça fait planter le truc. Hop. Parce qu'en fait, alors ouais, je vous dis le raisonnement. En fait, la lumière était fixe. Donc ça voulait dire qu'il était toujours connecté à quelque chose et donc visiblement connecté au smartphone, sauf que comme c'était dans l'autre appli, ça fonctionnait pas. Donc là c'est bon. On a mon texte, aucune donnée reçue. J'ai mon bouton poussoir et quand je vais venir cliquer dessus, hop, ça monte dernière donnée reçue est égale à 1. Et donc à chaque fois que j'appuie, ça va monter de 1. Sachant que c'est actualisé toutes les 50 millisecondes. Donc à moins d'être vraiment très rapide, je vais pas pouvoir aller dépasser, voilà. Mais de toute façon, ça, il y a un buffer qui gère ça. Si j'arrivais à cliquer 20 fois par seconde, même si je skip un nombre, il va envoyer la bonne donnée et ça va bien le faire. Et donc voilà. Je vais pas monter à 255, mais croyez-moi, si j'atteins 255, ça revient à 0 et ça continue à fonctionner. Il n'y a pas de truc qui plante partout. Donc voilà pour l'envoi de données Bluetooth. Alors la connexion Bluetooth pour microbit est-elle identique? Alors non. Il y a, en fait, vous avez une extension. Alors je vais vous montrer du coup, comme c'est l'occasion. Hop. Donc il y a une extension. Donc là pour aller la chercher, c'est sur cette page-là, dans le dossier technique du projet Codo. En fait, vous allez récupérer. Hop. Alors,
Le Bluetooth, pof. On va récupérer en fait une extension. Ah, du coup, non, en fait, ouais, on vous fournit déjà un fichier de base. En fait, vous avez un fichier de base qui est téléchargeable ici, qui est téléchargeable là-dedans, et dedans, alors, peut-être que je l'ai, peut-être que je l'ai quelque part. Là, il y a un truc. En fait, ça vous rajoute dans extension des menus spécifiquement dédiés à microbit. Donc là, vous avez la possibilité de cliquer déposer une microbit et vous avez hop, des blocs liés à la microbit directement, qui vous permettent de gérer l'accéléromètre, la température, etc. Donc ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il faut juste ajouter cette extension. Et donc pareil pour un mbot, il faut juste récupérer l'extension mbot, vous la rajoutez là. Et du coup, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est différent avec mbot et microbit, c'est que vous, enfin, il me semble que pour microbit c'est le cas, vous avez un seul programme. Donc pour un mbot, par exemple, si vous faites une application, tout le programme est dans l'application. Dans le mbot, vous utilisez le programme de communication. Et en fait, dans l'application, vous allez avoir avancer, allumer les LED, etc. Vous gérez pas le protocole comme on a fait tout à l'heure où on envoie des 1, 2, 3 comme ça. Ça, c'est automatiquement géré en fait par l'extension mbot. Aujourd'hui, on va parler de AppInventor. Donc AppInventor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un environnement de programmation qui se fait en ligne et